Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bismart, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie de l'émission Nicolas Godmet, qui est partenaire chez OnePoint en charge des industries créatives, et David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Merci beaucoup. On a parlé ensemble du mariage entre les artistes et les IA. On va maintenant s'intéresser au sens de l'IA avec Laurence de Villers pour notre rendez-vous régulier avec la professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, membre du comité national du pilote d'éthique du numérique. Bonjour Laurence, merci d'être connectée avec nous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ces problématiques éthiques des copies réalisées par des intelligences artificielles. Avant de vous donner la parole, je voulais qu'on écoute ce son. C'est l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres au micro de la BBC, qui a été reconstitué à l'aide d'une IA, une initiative assez remarquable du journal Le Monde, en partenariat avec l'IRCAM et sa filiale technologique IRCAM Amplify. On l'écoute. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Oui, donc je rappelle qu'on n'avait aucun enregistrement de ce discours prononcé par le général de Gaulle le 18 juin 1940. C'est la magie d'un dispositif qui s'appelle le voice cloning, dont on a parlé ici même dans Smartech avec IRCAM Amplify. Laurence de Villers, quel regard vous portez sur ce type d'initiative? Quelles questions ça pose? Comment on va pouvoir repérer les vrais défauts d'ailleurs? Oui, bonjour. C'était effectivement le problème majeur, de savoir à qui on a affaire lorsqu'on interagit avec une machine. Donc cette application, elle est incroyable, parce que faire revivre un discours qui a autant aidé, autant marqué, c'était inimaginable. Alors après, la technologie, moi je la connais, l'IRCAM, je la connais depuis fort longtemps, et effectivement, on arrive à calculer la signature d'une voix et à modifier une autre voix, la rajeunir, transformer un homme en femme, etc. Alors, effectivement, derrière un écran, avec une voix juste qui nous parle, on ne peut pas savoir finalement à qui on a affaire. Donc on imagine bien les risques dans le métavers d'ailleurs, où on sera déguisé en avatar de je ne sais quoi, avec la voix de qui nous voulons. Donc on imagine bien de multiples façons de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le problème ici, avec ce qui a été fait sur la voix du général de Gaulle, c'est le fait de garder la dignité de l'homme, c'est-à-dire de lui faire dire ce qu'il a dit, et pas plus. Et là, alors derrière, on a un vrai travail de précision journalistique qui a été mené pour s'assurer justement d'une reconstitution parfaite de ce discours. D'ailleurs, vous signez vous aussi une tribune dans Le Monde au sujet de ChatGPT, où vous nous dites qu'il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne avant de l'utiliser. Ça fait ressurgir tous ces débats qu'on a déjà eus ensemble autour des robots conversationnels. Oui, tout à fait. On avait déjà parlé effectivement de génération de textes avec des transformers. Ces nouveaux modèles de génération très puissants, puisqu'ils vont encapsuler énormément de données, avaler énormément de données pour pouvoir ensuite prédire les mots suivants à partir d'un début de texte. Et on a vu les figurances de nombreuses tâches utilisées, que ce soit pour corriger un examen, ou que ce soit au contraire pour répondre à l'examen, ou simuler une interaction avec une personne décédée, ou d'autres. On peut imaginer beaucoup de choses, faire un programme, etc. Alors, derrière tout cela, il y a effectivement le danger le plus direct pour moi, c'est la possibilité que ce genre de système, automatiquement, avec lesquels on va jouer, puisse inonder le monde d'Internet de fake news. Oui. Parce qu'ils sont capables d'inventer du texte, de tout acabit. Alors pourquoi je dis il faut comprendre en fait les briques qui sont utilisées par les concepteurs. Par exemple, ces énormes modèles de langage sont construits à partir de milliards de données qui viennent d'Internet, de Wikipédia, etc., en plusieurs langues. Il serait quand même intéressant de savoir quelle est la
proportion d'anglais par rapport au français ou à d'autres langues, puisqu'on dit que ce ChatGPT peut être utilisé par de nombreuses cultures. Notre langage donc soutient notre culture, et effectivement, si on mélange toutes ces langues, qu'en est-il de la culture exactement qui est transmise à travers les mots, voyez ? Donc cette mécanique de parole qui n'a rien d'humain doit être expliquée, mieux expliquée pour qu'on comprenne les défauts qu'elle peut avoir. Elle invente des textes, c'est faramineux, mais elle est aussi totalement dans l'inexactitude, le mélange des savoirs et des connaissances. Et vous imaginez les jeunes devant cette parole soi-disant vraie, qui en fait peut le tromper énormément. Donc il faut arriver à débusquer si elle dit quelque chose de réellement avéré, vérifié par plusieurs personnes, ou est-ce que c'est inventé ? Elle le fait pour la bibliographie, elle le fait pour des faits que l'on pensait être justes. Donc on doit apprendre cela aux enfants, et je pense que c'est important de ne pas interdire ce genre d'outils dans la société en général, et d'apprendre comment ils réagissent, ce qu'ils ont effectivement comme capacité pour les utiliser au mieux, tout en se méfiant des contrefaçons, des deepfakes à des visées de manipulation. Et donc vous dites, de toute façon l'interdire serait illusoire aujourd'hui, comme avec toute technologie, mais est-ce qu'il faut penser à en limiter les usages peut-être ? Oui, c'est tout à fait ça en fait. Les modifications technologiques dans le numérique vont très vite, les lois vont beaucoup moins vite, et donc il est important qu'on construise autour de ces nouveaux systèmes avec les industriels des normes et des standards qui permettent de mieux auditer ensuite ces systèmes dans leur déploiement, lors des usages. Vous voyez, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit dans une sorte de différentes applications où on aura besoin de s'assurer de qui est responsable. D'accord ? La machine n'est dans aucune manière responsable de ce qu'elle dit. Du coup, qui est responsable ? On a besoin donc de plus de transparence, de responsabilité autour de ces machines, de normaliser la façon dont elles sont construites et les usages ensuite pour les suivre, les vérifier leurs usages. Et ça, c'est essentiel. Donc, il y a un ensemble de chercheurs et beaucoup, majoritairement des industriels, qui sont en charge de cela sur l'Europe. Et je fais partie d'un des groupes sur les aspects fondamentaux et sociétaux, donc de l'impact de l'IA. Voilà. Et je pense que c'est essentiel de s'impliquer. Donc, j'aurais envie de dire, comme le général de Gaulle l'a dit, parce que nous étions en guerre, nous sommes en guerre sur les normes. Il est important que tous les chercheurs qui ont envie de s'impliquer sur ces domaines se rapprochent de l'AFNOR, se rapprochent des chercheurs qui commencent à travailler là-dessus. On a besoin d'une force énorme. Je crois que les pays anglo-saxons ou les pays européens ont bien compris cela et qu'en France, on a un peu de mal à monter au niveau. Alors justement, on va organiser un talk ici même avec l'AFNOR sur ce sujet. Une réaction, Nicolas Godmet ? Oui, en complément, je sais que les fournisseurs de modèles d'IA travaillent sur des technologies de watermarking, c'est-à-dire de mise en place de filigranes invisibles à l'intérieur des images pour qu'on puisse savoir si une image a été générée par une IA ou non. OpenAI ou les modèles de texte se posent le même type de questions, même si c'est plus compliqué sur un texte de mettre un filigrane, ça c'est une question de recherche ouverte. Et il y a des pays qui vont plus loin, par exemple la Chine va imposer à ce qu'il y ait des marques visibles, c'est-à-dire que un contenu généré par une IA se présente comme tel pour ne tromper personne. Merci beaucoup, professeur de Villers, spécialiste de l'éthique du numérique. Vous nous dites on est les cobayes de ChatGPT, au moins que ça nous serve à réfléchir à ces enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. À suivre notre chronique Où va le web ?